Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 19. 19e épisode des Prof Podcast. Merci de nous suivre encore après 19 épisodes. Cette semaine, on va parler des différents programmes. Mais avant de commencer, on va faire des présentations. Donc, j'ai avec moi Jean-Benoît Farran. Hey, bonjour. Laurent Constantin. Bonjour. Et un petit nouveau, Martin Lamy. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va, les gars? Martin, c'est notre ami. Oui, c'est notre famille aussi. Ben, ça va bien. Ça va Oui, bien, ça Laurent? va, ça va. Ouais. Ça va bien, Journée le soleil revient. Oui. Printemps s'en vient, l'été s'en vient. Les Vingt- journées rallongées. 26 mars, déjà. C'est la fête à ma soeur demain. On la salue. Bonne fête. Son nom, c'est... Marjolaine. OK, sœur à Jubé. J'ai une sœur aussi qui s'appelle Marjolaine. Oh, c'est Ouais. la journée des révélations. Oui, tout à fait. Donc, ouais, on parle avant- des programmes aujourd'hui, t'as dit? Oui, mais avant de commencer, on a un commanditaire de la semaine. Je crois que Laurent le connaît très bien. Oui, cette semaine, le commanditaire de la semaine, les cafés MJ et compagnie. Alors, MJSI, c'est un café, traiteur, boutique et micro-épicerie. Un superbe endroit pour étudier si vous êtes encore étudiant, surtout en fin de session, et un superbe endroit également pour corriger, faire de la planification. Alors, MJSI, c'est au 300 rue Champlain à Saint-Jean-sur-Richelieu ou sur l'avenue Bourgogne, dans le Vieux-Chambly, à Chambly. Alors, MJSI, un endroit parfait pour boire un bon café, étudier, corriger. Sais-tu qu'est-ce qui est parfait? Ouais. Ta pub. Ça sonne préenregistré. Oui. Ouais. C'est tout du live, tout du live. C'est tout improvisé. T'es impressionnant, Laurent. Merci. Les années d'impro. Ouais. Mhm. Hey, voulez-vous que je vous raconte mon improvisation de la journée avec mes élèves? Non. J'aurais dit, comment elle s'appelle déjà la compagnie là, qui s'occupait de la traite des fourrures, là, puis qui existe encore? C'est une boutique là, qui a fait la compagnie qui date de 1700 quelque chose, la compagnie de la baie du thon. Puis là, je leur ai demandé aux élèves, tu sais, la baie du thon, je sais pas qu'est-ce que ça goûte. Ça goûte plus comme un bleuet ou plus comme une framboise? Ça, c'est non. C'est ça. Voilà, je m'en suis permis beaucoup. Hey, ça enseigne à vos enfants, ça. Voilà, Mais merci. c'était mon improvisation. Merci de nous avoir partagé ça, Laurent. On t'aime encore quand même. Alors, retour au programme principal. Principal. Donc, aujourd'hui, justement, on va parler des différents programmes, mais en lien avec ça, on a tombé sur un article d'actualité en lien avec ça. Donc, JB, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben ça nous a été partagé par notre représentante syndicale à l'envolée aujourd'hui, Geneviève Gauvin, qui nous a partagé un article du Journal de Québec qui date de hier, lundi le 25 mars, qui parle du programme PEI. Alors, Annie Ouellette, qui est la responsable de mise en œuvre du PEI à la CEBIC, essaie de pousser pour que le PEI devienne un programme moins élitiste et plus inclusif. Parce qu'à la base, l'idée du PEI, c'est d'avoir des élèves, de former des élèves qui sont ouverts sur le monde, qui sont altruistes, qui sont ouverts à la culture, tout ça. Et il n'a jamais été question de sélectionner les élèves basés sur leurs résultats scolaires et d'avoir que les meilleurs dans ce programme-là. Ça, c'est les écoles elles-mêmes qui ont pris cette tangente-là dans les dernières années. Donc, ils essaient de pousser eux-mêmes à la CEBIC pour que le PEI revienne un programme inclusif. Ça implique quand même 127 écoles au Québec, 135 000 élèves qui sont inscrits. Et de plus en plus, le problème que ça cause, c'est que c'est en train de créer une troisième voie. Tu sais, on parle souvent d'un système d'éducation à 2 vitesses, mais on est rendu carrément avec un système à 3 vitesses. Il y a le public qui coûte de quoi, avec des programmes sélectionnés, avec des élèves qui sont sélectionnés, et le privé qui coûte très cher. Donc, Qui est également fortement subventionné. aussi à 60%. Donc, moi, je pense que c'est très bien de chercher à avoir un PEI plus inclusif avec moins de sélection des élèves et plus d'ouverture aux élèves plus faibles qui sont sûrement très intéressés à l'aspect culturel, l'aspect tout ça. Là. Fait que, Ben, je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'actuellement, tu as une moyenne que tu dois maintenir quand tu es au PEI, il me semble. Il me semble que c'est 70%. oui, exactement. Quand j'ai fait le programme, c'était 70, effectivement. Toi, est-ce que tu crois que ça l'a changé un peu? Ben, toi, tu l'as fait là, quand tu étais au secondaire, Martin.
Moi, j'ai fait tu vois le une programme différence? la deuxième année pilote, je peux dire, à Granby. Puis, j'ai pas enseigné au pays depuis, donc je peux pas savoir si il y a une grosse différence à ce que moi j'ai vécu. Mais moi, j'ai vécu un excellent programme, ouverture sur le monde. Et oui, il fallait avoir une certaine moyenne à garder parce qu'on manquait du temps de classe pour faire des activités qui permettaient l'ouverture interculturelle. Donc, l'aspect avoir des bonnes notes était en lien avec ça. Maintenant, si c'est plus ça, c'est un programme qui vont juste chercher les élèves performants. Ben, dans mon temps, il y avait aussi des programmes enrichis qui existaient. Ce qui existe de moins en moins dans plusieurs écoles. Donc, parce que plusieurs de ces élèves-là, qui étaient des élèves performants, sont rendus au privé ou sont rendus dans des écoles qui sélectionnent leurs élèves. Donc, ce qui reste de régulier, entre guillemets, c'est souvent des élèves qui cherchent à survivre parfois, qui sont peut-être moins performants, moins intéressés par l'école. Leurs parents les poussent peut-être moins aussi, parce qu'il y a cet aspect-là qu'on ne mentionne pas non plus, mais le rapport au scolaire chez un élève est bien souvent amené par comment ses parents perçoivent l'école. Est-ce que le parent va être intéressé à aider l'enfant? Est-ce qu'il va lui donner une curiosité? Est-ce qu'il va le pousser à étudier, à apprendre, à être curieux? Donc, il y a beaucoup ça qui vont influencer aussi. Là. Il y a des adolescents aussi qui passent à travers leur parcours scolaire sans nécessairement vouloir travailler plus pour aller chercher un 95 au lieu d'un 85. Ils sont bien avec leur note actuelle, ils ne sont pas en situation d'échec, ils sont en situation de réussite, ils s'épanouissent. Ils n'ont pas à travailler plus fort pour aller chercher d'autres résultats. Fait qu'ils sont juste tout à fait bien avec leur situation. Oui. Puis un des problèmes, si on pourrait dire, d'un programme qui va sélectionner ses élèves basé sur les résultats scolaires et qui va les pousser à avoir les meilleures notes possibles, c'est les anxiétés de performance qu'on voit de plus en plus survenir chez ces élèves-là. Des élèves qui sont sur le bord de faire des dépressions à 14 ans parce que soit les parents, soit l'école les poussent à avoir toujours des meilleures notes et tout. C'est un effet pervers de ces programmes-là qui, selon moi, n'est pas souhaitable. Et si on veut revenir à ce qui est dit dans l'article de ne plus faire du programme d'éducation internationale un programme qui est élitiste, qu'est-ce qu'on veut en fait dire par élitiste? Pourquoi on reproche ce programme d'élitiste-là? Est-ce que c'est dire finalement c'est la sélection qui rend la chose élitiste? Oui, exactement. Je pense que c'est une barrière à l'entrée au programme. En fait, ce qui est proposé par la CEBIC dans l'article, c'est d'être plus inclusif pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des élèves qui sont plus faibles, donc qui n'auront pas les possibilités de réussir les examens d'entrée et le maintien des résultats à 70% de moyenne générale pour ces élèves-là. Donc, dans le fond, que ce ne soit pas nécessairement un programme qui vise comme l'enrichissement de toutes les matières, mais qui donne de la culture, de l'ouverture sur le monde, ce qui est à la base. Ce qui est bon pour tout le monde, finalement, qui n'est pas bon juste pour les gens qui ont plus de moyens ou qui ont de meilleurs résultats scolaires. Exactement. Donc, gros débat, justement, en lien avec le pays. Peut-être tout le côté démocratique peut-être de ce programme-là qui est en jeu. Parce que le programme en soi est pas mauvais. Non, pas du tout. Là, c'est juste qu'il y a des coûts qui sont associés, puis en même temps, je pense que c'est peut-être les écoles, les commissions scolaires, le ministère de l'Éducation, le gouvernement qui ne veut pas assumer ces coûts-là, donc qui sont renvoyés aux parents, puis qu'on veut mettre, c'est sûr que des objectifs comme l'apprentissage d'une troisième langue, ça peut faire un frein pour créer un frein pour certaines personnes qui ont des difficultés à l'école. Voilà, justement, d'assister à plein de conférences puis de faire différents projets alors que tu as déjà de la difficulté peut-être en français, tu as de la difficulté en sciences. Là. Je peux comprendre les différents freins du côté, si on peut dire, du fait que la personne n'a pas les performances scolaires, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait du côté, si on peut dire, financier. Il ne faudrait pas qu'il y en ait du côté monétaire, parce qu'il y a des élèves super curieux qui veulent s'épanouir, qui veulent avoir une ouverture interculturelle, qui veulent pousser la troisième langue. Malheureusement, ils sont dans un milieu un peu moins nanti. Fait
ils vont pas aller vers ces programmes-là par manque de fonds. Peut-être que les parents n'auront pas pensé à les inscrire tout simplement là, en disant, bon, il y a quelques sous, peut-être que ça pourrait t'avantager, mais bon, on n'est pas pensé, c'est ça. T'sais, en se disant, est-ce que je paie le PEI à mon enfant ou je lui paie des bottes, un saut d'hiver, puis tout ça. Là, on reste dans un milieu aussi qui est adolescent et école secondaire. On parle pas programme PEI au collégial ou à l'université. Non. Peut-être il y a des parents qui vont garder leurs sous un petit peu pour plus tard aussi. Parce que puis ça me fait juste penser justement à des parents qui envoient leur enfant au privé en se disant je vais pouvoir donner une bonne éducation à mes enfants en l'envoyant au privé. Mais tu sais, est-ce que parce que tu payes 3000 $ par année que forcément... C'est le même programme de formation et C'est ce ça. sont les mêmes enseignants. Oui, et imagine le primaire privé qui se développe également, qui coûte environ entre 6 000 et 10 000 $ par année. Ah ouais. Donc, non, je voudrais pas être taxé de faire du PEI bashing. Là. Je sais qu'il y a sûrement des enseignants du PEI ou des anciens élèves du PEI qui nous écoutent. Je pense que c'est un beau programme qui peut être très bien rendu, très intéressant, qui peut aider des élèves moins motivés à s'intéresser à leur parcours scolaire, à s'impliquer dans leur parcours. Mais je crois que ce programme-là gagnerait à être plus inclusif et moins élitiste. Ouais. Moi, mes années au PEI ont été sublimes et très, 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 très le fun pour moi. J'ai Surtout développé, c'est ça. Ouais, la gang d'amis que je me suis fait là-bas sont encore mes meilleurs amis. La seule année que j'ai enseigné au PEI, j'ai adoré les élèves que j'ai eus, qui étaient des élèves allumés, intéressés, le fun, que c'était le fun de leur enseigner. Non, je pense que ça a du bon. Oui. On va parler des différents autres programmes pour faire suite à ce qu'on va parler aujourd'hui, du sujet, justement, les programmes. Qu'est-ce qui existe en ce moment dans les écoles comme divers programmes? On parle souvent du sport, des arts. Y a-t-il d'autres choses qui existent que vous avez déjà pris conscience dans vos milieux ou vous-même quand vous étiez au secondaire? Moi, j'ai entendu à l'université dans mon bac qu'il y avait une école à Montréal. Le nom m'échappe, mais c'était 100% plein air. Donc, l'école en entier était axée, leur mission éducative était de faire bouger les jeunes à l'extérieur. Dans un contexte de Montréal, cours de canot, cours de handball, ça se faisait à l'extérieur. Ah, c'est cool. Toutes les cours d'éducation physique, c'était à l'extérieur. Peu les importe jeunes la saison, apprenaient, c'est ça. peu importe la saison, les jeunes apprenaient à faire un sac pour aller en randonnée, à préparer de la bouffe déshydratée pour se nourrir à l'extérieur. Ça, c'est un programme très, très intéressant. C'est immersif, là. C'est très immersif. Il n'y en a pas beaucoup au Québec de ça. Ouais. Moi, j'ai fait, quand j'étais en secondaire 5, 4 périodes par cycle de 9 jours, justement, que c'était du plein air. Souvent, c'était de la randonnée, mais on a fait du canot, justement. Mais pas aussi poussé que ça. Puis on a appris à survivre en forêt. Là. Aujourd'hui, ça me sert à rien. Là. Je reste chez nous. Si jamais il y a un apocalypse. C'est jamais. C'est jamais. On va devenir un survivaliste. D'autres programmes? Dans l'école où Marc-André et moi enseignons en ce moment, la dernière année de cette école-là, parce que tout ça est appelé à changer, il y a un programme multisport. À différencier d'un programme sport-études, il y a vraiment une différence. Les élèves en multisport ont 6 périodes d'éducation physique par cycle de 9 jours. Et plusieurs de ces périodes-là sont à l'extérieur. Ils vont faire du golf, du tennis. Ils vont au complexe Artopex faire des sports de ballon intérieur. Plusieurs activités comme ça. Donc, ils ont des... Ouais, c'est ça. C'est du multisport. Fait que les élèves, ça leur est dit quand ils s'inscrivent. Si toi, tu tripes sur le hockey, tu vas pas juste faire du hockey. Si tu tripes sur le soccer, tu vas pas juste faire du soccer. Tu vas faire plein de sports. Fait que sois prêt à faire des sports que tu n'aimeras peut-être pas, puis faire des sports dans lesquels tu seras peut-être pas bon. Mais c'est ça, le multisport. Fait que ils ont réussi à se faire des horaires où ils ont des périodes jumelées, soit en avant-midi, soit en après-midi, où là, ils peuvent sortir avec ces élèves-là. Il y a un programme de concentration art et multimédia où les élèves ont 6 cours d'art à leur horaire. Il y a un programme qu'on appelle du team
qui est un programme des élèves de régulier, mais qui ont des difficultés soit au niveau de l'apprentissage, soit au niveau de l'encadrement. Et on est souvent sur la moitié des périodes du cycle, on est 2 enseignants en classe, un qui enseigne, un qui gère et qui aide les élèves à s'organiser, à réussir, répondre aux différentes questions. Ce qui nous libère du temps aussi pour prendre ces élèves-là à part et essayer de les aider. Là. Souvent des élèves qui ont besoin d'aide. Ouais. Toi, Laurent, as-tu vu des différents programmes, peut-être qui sortent hors du commun? C'est pas hors du commun, mais je pourrais témoigner de mon expérience d'avoir enseigné un peu en sport-études dans une polyvalente de quelque chose comme 2500 élèves à Boucherville, en fait. C'est une école... De Mortagne. Oui, tout à fait. Je fais un stage là-bas. Ah, sérieusement? OK, d'accord. Ben, moi, j'ai fait un peu de suppléance, puis enseigné là-bas. Je viens de Boucherville. Voilà. Et c'est spécial parce que c'est une école qui est sur 6 périodes. Je vous explique, là. Si tu es au premier cycle, parce que du régulier, du PU, du sport-études, si tu es au premier cycle, tu as 2 périodes le matin, tu as un dîner, puis tu as 2 périodes l'après-midi. Fait que ça compte les 5 premières périodes, parce que la troisième, c'est ton dîner. Si tu es au deuxième cycle, tu as 3 périodes, tu as ton dîner, puis tu as après juste une période en après-midi. Ça compte. Mais si tu es dans sport-études, non. C'est là qu'embarquent les 6 périodes. Par exemple, si tu es sport-études matin, ben, tes 3 premières périodes, ou 2 périodes et demie, tu es en train de faire du sport et tu vas avoir 2 périodes, 4 périodes l'après-midi pour justement faire tes études. Et l'inverse, si tu es un sport-études l'après-midi, tu vas avoir tes 4 périodes le matin, tu dînes, puis après tu vas faire du sport l'après-midi. C'est ce qui permet donc d'avoir vraiment un horaire qui est assez divers, qui te permet d'avoir des sports. Puis c'est assez varié, puis quand même, il y a même des médaillés olympiques là, qui sont passés par là. Les frères Hamelin sont passés par là. Ouais. Des championnes en natation, en patinage artistique, patinage de vitesse, plongeon, je crois, bref. Peut-être même ski de fond qui sont passés par là. Fait que ça fonctionne. Ça permet justement à des gens qui font du sport de haute performance d'aller dans un programme qui est régulier, là, parce qu'on le voit souvent, parfois, chez des jeunes qui sont en temps en sport, qui doivent quasiment décrocher de l'école et avoir un prof particulier, ou la même chose pour des gens qui sont comédiens. Là. J'ai vu certaines écoles, je pourrais en parler par la suite, là, qui doivent décrocher parce que ils font des tournages pendant le jour, quoi que ce soit. Fait que pour ça, c'était bien. Puis c'est pas juste du sport de haute performance. Il y en a, on peut penser sport-études, hockey, mais ils vont pas tout faire la Ligue nationale. Sport-études football, sport-études baseball, connaissez-vous 30 Québécois par année qui font la Ligue, les ligues majeures? Non, pas vraiment. Mais ça leur permet quand même de se développer, de vivre une passion. Le problème peut-être avec ça, c'est qu'il y a un coût qui est associé. Là, on peut penser peut-être baseball, hockey, c'est un coût qui est plus petit, mais si tu fais sport-études, équitation qui monte à 3 000 $ par année parce que c'est des cours pratiquement privés, ça peut devenir assez élevé. Rendu là, je me dis, peut-être pour un parent qui investissait déjà ça, ben là, si on peut jumeler avec l'école, c'est peut-être une bonne chose aussi, gérer ça à l'horaire. Là. Moi, j'ai trouvé ça très challengeant. Ouais. Désolé, faire mon stage à De Mortagne en éducation physique. OK. La raison est simple. Les élèves ont leur cours de base et leur sport-études et leur activité parascolaire. Et donc, ils ont de l'éducation physique en plus de leur sport. Exactement. Okay. Donc, je pouvais enseigner à la moitié de l'équipe de football, 2-3 filles de patinage artistique et une personne, je dis fille, là, mais ça pouvait être des garçons aussi en patinage artistique. Donc, moins des sports d'équipe, plus des sports individuels. Et là, le défi que j'avais, c'était d'aller rendre les cours d'éducation physique, faire une espèce d'harmonie avec tout ça. Et ils ont chacun leur force. Ils ont chacun leur force. Puis un adolescent ne va jamais vouloir se mettre en état de faiblesse ou montrer ses défauts. Donc, t'as beau être une future vedette montante du patinage artistique ou du football, si je fais de l'acro-gym, le gars de football ou la fille de football n'aimera pas ça, faire de l'acro-gym, parce que c'est pas une de ses forces. Lui, sa force, c'est le football. Ou la force, c'est la lutte olympique. Ou la force, c'est peu importe la discipline olympique. Donc, c'était vraiment un beau défi d'aller chercher la motivation des élèves puis de dire, t'as beau être le meilleur du sport-études en hockey, ben faut quand même que tu sois capable de me faire une roulade. Oui, puis tu peux leur montrer des exemples qu'aujourd'hui, la plupart des grands sportifs sont bons dans une multitude de sports. Tu prends, je sais pas, l'exemple Colin typique. Kaepernick.
Moi je pensais à Tom Brady qui a été recruté en même temps pour les Expos de Montréal et Je savais pas. Ouais. C'est pas Michael Jordan aussi qui a fait du basket et du baseball? Baseball. Ouais, il a joué au baseball aussi. Ouais, le baseball. Des grands talents d'acteur aussi, Michael Jordan. Oui. On le salue s'il nous écoute. Mais tout ça pour dire que De Mortagne, c'est vraiment Ouais. une belle école et ça a été challengeant pour moi de faire un stage là-bas en éducation physique parce que les jeunes sont des sportifs, mais ils ne sont pas nécessairement Ils sont des bons sportifs, mais pas nécessairement dans toutes les disciplines. Non, c'est ça. Ils veulent pas nécessairement se mettre en position où Se ils vont mettre, avoir l'air faible. OK. Dans l'école où je vais me ramasser l'année prochaine, suite à la réorganisation des écoles à Granby en ce moment, au premier cycle, les élèves vont avoir à faire un choix entre 4 programmes. Donc, un programme avec une concentration art, dans laquelle ils doivent choisir soit danse, soit art plastique ou musique. Une concentration sport, le multisport dont je parlais tantôt. Une concentration sciences ou plutôt une concentration langue. Donc, chacune de ces concentrations-là va offrir aux élèves 6 périodes dans la matière de cette concentration-là, au lieu de 4 normalement. OK. Donc, C'est pas si gros que ça, mais ça te permet de peut-être avoir plus de plaisir. oui, ben en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une certaine motivation intrinsèque pour les élèves. Là. Justement, avec ça, tu sais, il y a beaucoup de programmes qui sont merveilleux, on dit, ça motive les élèves. À l'inverse, j'ai l'impression que des élèves qui, par exemple, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour le sport ou les arts, ou parce que leurs parents, disons, sont moins fortunés, est-ce que le fait d'être mis dans un programme, on va dire, le programme pseudo-régulier qu'on t'a mis de l'art plastique, là, Ou juste il pour est te arrivé dire, trop tard pour s'inscrire, Ouais. puis il n'y a plus de place dans le programme Ouais. qu'il voulait. Ah, ça, est-ce c'est que, vu. justement, est-ce que ça, au contraire, c'est complètement démotivant? C'est jeune, sa passion, c'est les jeux vidéo. Mais, tu sais, de plus en plus, puis, je fais référence au podcast avec Maxime, qu'on avait parlé du e-sport. Est-ce que, au contraire, ça, c'est complètement démotivant pour ces élèves-là? Puis c'est là qu'on les perd, ces élèves-là? Bonne question. C'est sûr qu'un élève qui se ramasse dans un programme pour lequel il n'a pas d'intérêt, la motivation peut être difficile à aller chercher, surtout quand tu as un sixième de tes périodes 6 sur 36, que tu es dans un sujet, une matière que tu n'aimes pas. Ça peut être difficile Ça, d'aller chercher sa motivation. Je l'ai vu chez des élèves, tu sais, quant à moi en secondaire 5, où tu as plusieurs options que tu peux prendre en secondaire 5 si tu ne prends pas toutes tes maths fortes et tes sciences fortes. Là, et malheureusement, ces élèves-là, peut-être, ont reçu leur dernier choix et sont complètement démotivés. Là, tu peux te dire, bon, est-ce que l'élève aurait été plus motivé dans un autre cours ou finalement, c'est juste un élève qui, à la base, est très démotivé? Fait que c'est sûr que, oui, je pense qu'on peut aller chercher plus d'intérêt, mais je crois que déjà, d'offrir des profils différents pour tout le monde, c'est déjà mieux. T'sais, c'est pas juste comme faites vos choix, ou sinon retrouvez-vous dans un régulier, ou c'est juste vous êtes dans le programme où il n'y avait aucun intérêt pour tout le monde, puis que personne ne voulait dépenser quoi que ce soit. C'est peut-être de créer des programmes qui sont accessibles et qui sont particuliers à tout le monde. Et l'inverse, moi j'ai vu une école secondaire où le régulier, il avait carrément éliminé. Ben, c'est ça qu'il va avoir l'année prochaine. Ok, c'est il n'y a ça. pas de Exact. régulier. Les élèves de secondaire 1-2 sont dans une de ces 4 concentrations-là. Ok. Il n'existera pas de t'as pas de Parce que concentration. ce que j'avais vu, c'était soit de l'enrichi, plus comme langue, un peu plus multisport. Et en fait, si tu n'étais pas inscrit à un de ces programmes-là, tu te retrouvais dans un programme entrepreneuriat, où tu avais un peu... Bon, il y a du pour et il y a du contre. Là, entrepreneuriat, les élèves, comme, mais pourquoi on a des cours de ça exactement? Tu sais, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est juste que je me retrouve là-dedans. En même temps, il y en a qui, ils ne se seraient peut-être pas inscrits là-dedans, mais que ça allumait des lumières. Tu fais comme, on m'apprend des choses, puis après, ils mettaient tout ça en action, là, à fabriquer des produits, puis à les vendre dans l'école un peu. Là, fait que... La contrepartie aussi de ces multiples programmes-là, excuse-moi Martin, je ne l'ai pas vu. La contrepartie de ces multiples programmes-là, puis des options deuxième cycle, c'est que souvent, si tu as une multitude d'options, si tu as une multitude de programmes, tu te ramasses à épurer ton bassin d'élèves. Il y a certaines options qui se ramassent à avoir
15 inscriptions, mais des élèves qui auraient le goût d'avoir cette option-là, mais à 15 inscriptions, ils ne peuvent pas partir un groupe. Donc, il se ramasse que l'élève n'a pas son premier choix, puis non, pas son deuxième, puis il n'a pas son troisième non plus. Fait que c'est ça, comme tu disais, Laurent, il se ramasse dans son quatrième choix. Non, c'est ça. Parce que ces élèves-là sont redistribués dans le fond où il y a de la place. C'est ça, parce qu'il y a trop de choix d'options, donc il y en a plein qui partent pas. C'est Je pense que les options que tu as nommées, JB, tantôt, sont quand même assez bien dosées. Tu vas aller toucher des traits de personnalité assez généraux chez plusieurs adolescents. Par contre, ça ne changera pas. Il va y avoir des élèves qui vont être passifs à leur éducation puis qui ne vont pas nécessairement vouloir pousser dans une option. La perte, entre guillemets, du régulier est peut-être triste à ce moment-là parce que l'élève va devoir choisir quelque chose. Et la crainte que j'ai avec ces options-là, surtout au secondaire, les élèves vont s'inscrire par groupe. Hey, moi, ça me dérange pas l'option. Toi, tu t'en vas dans quoi? T'es mon meilleur ami, je m'en vais là. Je coupe peut-être une place à quelqu'un qui a vraiment une source de motivation pour. Puis ça, on parle de 2 élèves, c'est peut-être pas dramatique, mais si tu as des clics de 5 élèves, puis que tu en as 2-3, ben, tu es rendu à 15, tu es rendu à un groupe, au final, qui va peut-être bloquer de l'espace pour certains élèves qui auraient une vraie passion pour ça. Puis qui vont peut-être faire un climat plus désagréable parce qu'eux autres ne sont pas là pour l'option, ils sont là pour leurs amis. Donc, puis qui ils n'ont aucun intérêt pour l'option. Ouais, c'est des ça. bons groupes multisports, là, ça, vous me parlez. Là. Ça peut avoir, donc, dans un sens ou dans l'autre, un apport aux élèves de point de vue positif, négatif, mais aux profs directement qui interviennent avec ces groupes-là, qu'est-ce que ça apporte d'enseigner dans des programmes particuliers? Vous, est-ce que vous avez eu des expériences de dire hey, ça a été positif dans ma carrière jusqu'à maintenant d'avoir enseigné à tel programme, tel groupe? Ben, personnellement, depuis les 3 ou 4 dernières années que j'enseigne au team dont je parlais tantôt, les élèves qu'on a, que je disais que normalement, ça serait des élèves qui seraient dans du régulier, parce qu'on leur enseigne des matières de régulier, c'est pas de l'adaptation scolaire. Mais ce que je vois, c'est que ces élèves-là entendent parler nos collègues qui sont dans des groupes réguliers. Ils ont le même genre d'élèves qu'on a, mais ils se ramassent souvent à être seuls pour gérer ces élèves-là. Tandis que nous autres, on peut être 2 pour gérer le groupe. Il y en a un qui prend certains élèves, qui gère ça, qui leur donne de l'appui. Fait que je pense que c'est un plus. Oui, OK, ça implique que l'école va canaliser des périodes d'enseignement ressources pour seulement ces 2 groupes-là. Sauf qu'en même temps, on peut canaliser des élèves qui possiblement demanderait plus de ressources. Donc, moi, je le vois comme un plus pour moi, je le vois comme un plus pour mes collègues aussi, pour l'aide qu'on peut s'apporter énormément. L'entraide, finalement. Donc, si je comprends bien, JB, dans le fond, tu as choisi ces groupes-là, tu les subis pas. Non. Okay, non. Puis ça, c'est une grosse différence depuis 2 ans qu'on est non, c'est pas vrai, 4 ans qu'on est cette équipe-là, puis le fait d'avoir choisi ces élèves-là, puis on est tous des profs d'expérience, là, c'est tous des enseignants qui sont là depuis 18-19 ans. Là. Puis le fait d'avoir cette stabilité-là, que ce soit pas le petit dernier qui vient de sortir de l'université qui se ramasse à gérer ces groupes-là, on a une expertise qui fait que c'est plus difficile de nous en passer des fois. Là. On a vu pleuvoir. Là. En allant dans le même sens, c'est ma 5e année, puis ça fait 2 ans que je fais du team. Puis moi, à l'inverse, ça a été une belle expérience. J'ai appris tellement avec le contact avec d'autres profs, mais aussi avec ces élèves-là qui c'est pas toujours facile leur vie à bien des niveaux. Puis tu vas ça te rend plus humble, puis tu développes d'autres compétences aussi avec ces élèves-là. Puis tu développes ton sens de l'humour avec le temps aussi. Puis tu apprends à respirer. Des fois, on est très sévère. Là, tu es sévère différemment aussi. En tout cas, il faut que tu gères tes interventions, puis tu gères sur quoi tu vas intervenir, puis comment tu vas intervenir. C'est drôle que moi, j'enseigne en ce moment dans un programme XFP au secondaire. Donc, c'est de l'exploration professionnelle. Donc, c'est un programme d'alternance travail et études. C'est un programme aussi d'encadrement. On est deux enseignants à chacune des périodes dans la classe. Donc, ça peut
faire un peu penser au team, mais avec des élèves un petit peu plus vieux. En fait, c'est l'extension du team. Exactement. C'est la T'as poursuite. souvent nos anciens élèves. Oui, j'en ai eu 3 cette année, Ouais. de tes anciens élèves. Et j'ai vraiment réappris à enseigner parce que t'es pas au team, vous êtes au tableau et vous enseignez un petit peu plus. Ouais. En XFP, les élèves travaillent par module. Ils ont 3 matières à faire pour aller chercher leur secondaire 3 on le souhaite dans toutes les matières, mais il y a Un genre des de élèves... cheminement continu. C'est un cheminement continu. Les élèves qui n'ont pas terminé à la fin de cette année vont pouvoir poursuivre l'année prochaine où ils étaient rendus. Tu parlais de la force d'une équipe. Le suivi personnalisé, j'en fais extrêmement. Ces temps-ci, surtout que c'est les inscriptions pour l'année prochaine où l'élève veut aller. C'est quoi sa motivation face à l'école? Il est rendu aussi dans son parcours scolaire et il a quel âge? Parce que des fois, il y a des élèves qui vont se frapper à la barrière de « je suis trop vieux pour être encore dans une polyvalente ». Mais la force de l'équipe est tellement importante parce que tu ne peux pas faire ta loi. C'est la loi que l'équipe a choisi de faire. Exactement. Tu peux pas laisser passer des trucs que normalement toi tu laisses passer, mais que les autres enseignants ont décidé de ne pas laisser passer. Par contre, tu apprends à travailler avec ça et les élèves aussi apprennent à travailler avec une équipe d'enseignants. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller avec chacun. Ils vont comprendre nos limites, ils vont pas dépasser chacune des limites. Chaque enseignant a sa personnalité, mais il reste une entité d'équipe. Puis je sors de l'université ou à peu près, et on réapprend à travailler quand tu fais du team parce que il n'y a pas beaucoup de cours à l'université qui t'apprennent à travailler à deux. L'enseignement, c'est souvent individuel. Puis il y a beaucoup d'enseignants d'expérience qui veulent pas avoir quelqu'un dans leur classe. Je suis le seul maître à bord et je veux être le seul maître à bord. Je veux pas avoir quelqu'un. Les one-man shows. Ouais, c'est ça. Je veux pas avoir quelqu'un qui va me regarder travailler, qui va me juger, qui va analyser comment je travaille. Qui finit tes phrases. C'est ça, quasiment. Là. Fait que non, c'est pas ouvert à tous les enseignants. Puis moi, j'ai appris énormément. J'ai eu beaucoup de stagiaires dans les années précédentes. Et le fait d'être en classe avec un stagiaire, ça te fait réfléchir aussi à comment toi t'enseignes. Comment moi je suis comme prof en regardant un autre prof. Ah ouais, ok, moi aussi j'ai ce petit défaut-là. Puis le fait d'avoir un stagiaire qui t'observe avant de venir lui-même être enseignant, ça t'oblige à une certaine humilité. Là. C'est positif parce que le stagiaire va tout prendre tes défauts, il va tous les recréer devant toi au final parce qu'il enseigne comme toi, il a appris de son maître de stage. Non, mais je trouve ça intéressant de vous entendre pour vrai les gars parce que on en parle souvent un peu, si on peut dire, je trouve, au podcast de qu'est-ce que l'enseignement fait sur nous et plutôt nous, qu'est-ce qu'on fait sur l'enseignement. Et que je trouve ça intéressant, Martin, quand tu dis j'apprends beaucoup au XFP ou au team depuis quelques années, le fait d'être avec quelqu'un d'autre, ça m'enrichit vraiment. Oh, oui, beaucoup. Moi, je sens que je suis un meilleur prof depuis que je travaille en team, là, honnêtement. Là. Du moins, meilleur dans la mesure que je progresse beaucoup à certains niveaux, du moins. Là. Parce que tu peux trouver des nouveaux modèles. Moi-même, quand je suis rentré sur le marché du travail, je me suis dit, j'ai vu des modèles en stage, il y en a qui étaient bons, il y en a qui étaient moins bons. Une fois que tu es tout seul dans ta classe, là. T'es maître de ta classe. Mais c'est ça. Puis il n'y a personne qui va te donner des feedbacks. Si tes défauts, tu vas t'accentuer dans tes défauts, tu vas t'améliorer dans tes qualités, mais souvent, il y a une espèce de... S'il y a personne qui peut te le dire, ouais, t'as tel défaut, faudrait que tu travailles là-dessus. Tu radicalises dans tes propres pratiques, là. Ouais. Hey, je vais nous ramener un peu à l'ordre. J'aimerais ça qu'on parle de ségrégation de l'adaptation scolaire parce que je veux pas ce programme-là, parce que c'est un programme, c'est des élèves qui n'ont pas eu le choix, qui se sont fait souvent mettre là. Est-ce qu'ils ont accès quand même à des programmes, des avantages? Parce que souvent, ces jeunes-là, on va les mettre dans un coin de l'école. Ils sont étiquetés. Les autres, c'est les élèves d'adap. Est-ce qu'il y a vraiment une ségrégation déjà, il y en de a l'adaptation scolaire? Parce qu'à l'école où je suis, les élèves d'adaptation scolaire n'arrivent pas avec les autobus scolaires. Arrivent
avec, ils appellent ça... Un transporteur. berlines. Ouais, les berlines. L'espèce de van, les berlines, ils appellent ça. Les berlines viennent d'arriver. Faut que les élèves partent 10 minutes plus tôt parce que les berlines vont partir. Mais oui, je trouve ça déjà spécial qu'il y ait une ségrégation. Puis, bon, je peux comprendre des fois, peut-être que certains jeunes ne seraient pas adaptés justement dans un autobus scolaire, mais il y en a juste d'autres, c'est juste bon. Mais je dirais que ça dépend du niveau d'adaptation Oui, scolaire. oui, c'est ça. Il y a des élèves, dans l'école où on est en ce moment, Marc-André et moi, les élèves de Pont et Tremplin, qui sont deux programmes, c'est des élèves qui terminent leur primaire, mais qui sont déjà d'âge secondaire, ou qui... Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça fait... Ouais. C'est ça. Fait que, ils ont 12, 13, 14, 15 ans. Ils font du 4e, 5e, 6e année. Ces élèves-là prennent les autobus avec les autres élèves de l'école. Ceux qui prennent des berlines, c'est les élèves des classes ESI, classe Indigo, les élèves avec des troubles du spectre de l'autisme. Donc, qui ont une formation, une adaptation scolaire plus grande. Grande intervention très, très détaillée. Oui, c'est ça. C'est pour avoir travaillé là l'année dernière, les plans d'intervention sont très... C'est peut-être péjoratif, sont très lourds dans le sens où il y a beaucoup de mesures de soutien pour ces élèves-là, puis d'encadrement. Puis les berlines en sont un. Souvent, c'est des élèves qui sont plus sensibles au bruit, qui sont plus anxieux. Donc, le fait de ne pas avoir le chauffeur de berline qui t'attend, ben tu peux te désorganiser complètement parce que tu es en retard pour faire ton sac, puis l'autobus 44 partait à 14, puis là, il est rendu à 13, puis tu n'as pas mis ta boîte à lunch dans ton sac, et là, c'est la panique. Tu ne seras pas pris en charge par le chauffeur d'autobus qui en a... La berline t'attend, Ouais. le chauffeur d'autobus t'attendra pas. Mais je pense que pour répondre, Marc-André, la ségrégation de l'adaptation scolaire, je crois que ça dépend du niveau d'adaptation scolaire. Tu sais, les élèves des classes ESI à l'envolée où on est, oui, ils sont tout seuls dans leur coin, puis ils se mêlent pas aux autres élèves. Mais les élèves de Pont-Tremplin, eux autres, ils se mêlent aux autres élèves. Là. Fait que je pense que ça dépend des écoles, ça dépend des niveaux d'adaptation, ça dépend de l'élève aussi. Là. Puis ça dépend des besoins de l'élève aussi. Le mot est lourd, là, ségrégation, c'est péjoratif, mais il y a des élèves qui ont leur besoin, c'est d'être dans un coin d'école puis de ne pas croiser la foule Je pense que à 11h30 quand tout le monde s'en va dîner. Tu sais. ce que je remets peut-être en question, c'est peut-être que ces élèves-là, parfois, ils n'ont pas accès à des programmes qui pourraient être super intéressants pour eux, qu'on va se contenter de leur donner de l'art plastique par défaut, puis ça va être ça. Oui. Je trouve ça intéressant parce que j'ai un élève dans une de mes classes de secondaire 4. Il fait tous ses cours en adaptation scolaire, mais à chaque année, il fait un cours au programme régulier. Puis là, cette année, c'est mon cours d'histoire. Et il arrive juste pour mon cours d'histoire. C'est le moment où il n'y aura pas d'éducatrice d'enseignant, mais il est dans ma classe. C'est sûr qu'il est assis première rangée, là. Il y a différentes questions, mais il y a comme les capacités de suivre un cours par année, si on veut dire, au régulier. Puis, mais j'ai pas de temps à gérer. C'est ça qui... C'est possible de l'inclure parce que justement, il n'y a pas un projet, excusez-moi, comment tu dis, un plan d'intervention qui est assez élaboré. À part être assis en avant, répondre à toutes ces questions, qui va rester un peu après la cloche, ces choses-là qui prennent un peu plus de temps à prendre ses notes. Là. Il y a des bonnes performances scolaires. Puis il ne faut pas penser justement que les élèves en adaptation scolaire, c'est tous des nonos. Il y en a là qui sont vraiment très intelligents. C'est juste que dans un contexte de classe, c'est pas là qu'ils peuvent performer. D'ailleurs, Laurent, tu m'inspires la question rock and roll. À t'écouter parler, j'écoute te poser la question suivante. Vas-y. Est-ce que l'inclusion scolaire, c'est un échec parfois? Sur toute la ligne, oui. En fait, je vais être honnête, l'inclusion scolaire, c'est un échec parce que les vieux profs vont pouvoir nous le raconter comme ça. C'était présenté comme on va vous amener des élèves qui ont certaines particularités, certaines et on va vous aider, on va vous encadrer, vous allez avoir les ressources. C'est ça. On va vous former, on va vous amener de l'argent puis des ressources d'éducateurs spécialisés qui vont faire le tour. Finalement, tu te rends compte que pour les 800 peut-être élèves au régulier dans l'école, tu as un éducateur spécialisé qui fait le tour de toutes les classes.
C'est ça. Fait que Y a pas de temps. non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Là. L'inclusion scolaire, là, c'est un échec total. Là. Ça a été une manière pour le MELS de faire une grosse économie sur le dos des élèves. Voilà. Hein. C'est vraiment, on va prendre ceux qui ont besoin d'aide, on va les foutre dans des classes, puis on s'en occupe plus. Là. Ça Les pourrait profs qui être- pètent aux frettes après, là, ben, c'est plate, vous avez pas été à la hauteur. Là. Fait que, Ça pourrait être une réussite si, par exemple, justement, dans la plupart des cas d'inclusion scolaire, comme dans ton cas, JB, ben, c'est du team teaching. Oui, Il mais y a deux enseignants. Nous autres, on a s'entendent. décidé en équipe école Oui, ça, je suis de d'accord. canaliser 36 périodes de ressources. C'est à peu près la moitié des périodes de ressources octroyées à l'école qui passent pour Ouais. ces deux groupes-là. Là. Fait que Ça ne doit pas tout le temps être génial non plus, parce qu'ils sont tous concentrés là. c'est ça, c'est ça. S'ils Sauf- étaient dilués un peu plus, puis il y avait continué à avoir de l'aide, ou si, tu sais, en adaptation scolaire, je sais qu'il y a des besoins parfois, tu sais, il y a 8 élèves dans la classe, il y a un enseignant plus une éducatrice spécialisée, mais on peut Et des peut-être- fois, nous aussi, on manque de ressources parfois. Parce que des fois, des élèves TSA vont sauter les deux en même temps. Ouais. Mhm. Puis on est deux. Donc, Mhm. puis Il en reste 6 autres. Il en reste 6 autres. Ouais. On gère une crise, mais il faut gérer Ouais. aussi la classe. Et je pense à l'année passée, on essaie de pas trop appeler le TES qui roule pour les Ouais. autres classes parce qu'on veut pas sembler être accaparant. Des fois, on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Fait que sur papier, c'est super beau l'inclusion scolaire. Il y a des réussites. On en a nommé des réussites. Mais il y a beaucoup trop d'échecs pour dire que ça va bien, l'inclusion scolaire, de prendre des cas problèmes, des gens, des élèves, excusez-moi, qui ont des retards scolaires. Bon, ben, on va prendre un élève qui n'a pas réussi son secondaire 1, puis on va le mettre dans ta classe secondaire 3. Pour quelle raison? Parce qu'il est d'âge secondaire 3, c'est ça. Fait que- Ouais. Fait que ces jeunes-là sont catapultés dans des programmes qui sont pas du tout adaptés à eux, Ben, finalement. pour avoir déjà vu ça dans un plan d'intervention, c'était marqué noir sur blanc, nous envisageons une reprise de 6e année, mais nous ne pouvons garantir la réussite, nous l'enverrons donc au secondaire. Ouais. C'était marqué dans le plan Ok, c'est d'intervention. très, très... Oui, ça, ça paradoxal, c'est carrément ouais. de l'inclusion scolaire. Là. On s'en débarrasse parce qu'il y a besoin de plus d'aide, Non, mais c'est on souvent, l'a C'est pas. c'est pelleter le cas élève dans la cour Ouais. du Oui. Non, secondaire. parce que ça a souvent Ouais, été c'est ça, ça la de chez ton théorie, voisin. Là. C'est C'est ça. que l'élève, pour qu'il sente mieux, donc pour qu'il réussisse mieux, il faut qu'il soit avec des jeunes de son âge. Et non avec des jeunes de son niveau. si on peut Des dire. fois, ça peut aider. Là. T'as un échec au primaire, ok, regarde, il va. C'est pas l'échec n'est pas dramatique. On l'envoie au secondaire, puis pendant l'été, ça finit par débloquer. Mhm. Mais c'est pas une pratique que je Ben, c'est souhaiterais ça. avoir. Là, C'est une grande question, savoir, bon, un élève qui a coulé ses maths en secondaire 1, 2, 3. C'est quand c'est récurrent aussi, c'est Qu'est-ce qu'il différent. fait avec des maths de secondaire 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y en a réussi aucun. On va faire un dernier tour de table. Il reste quelques minutes. J'aimerais ça juste poser la question. Là. On a manqué de temps un peu, visiblement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a beaucoup de programmes qui sont créés de plus en plus dans les écoles publiques, dû justement à la compétition avec le privé. Ma question, c'est est-ce que la compétition entre écoles au public, donc public à public, c'est une chose saine dans la mesure qu'on donne du choix aux consommateurs qui sont ici les parents? Moi, j'ai toujours dit que un parent, là, ça veut le mieux pour son enfant. Donc, je peux pas reprocher à un parent d'envoyer son enfant au privé ou d'envoyer son enfant au PEI ou dans un programme qui coûte hyper cher parce que lui, c'est le mieux pour mon enfant. Mais moi, je me dis, Colin, faudrait que le mieux pour l'enfant, ce soit l'école qui est juste à côté, tu sais. Mais dans un monde idéal, les écoles seraient subventionnées à la hauteur de leurs réels besoins. Les élèves seraient encadrés à la hauteur de leurs réels besoins. Puis on n'aurait pas cette question-là de compétition entre les écoles publiques. Là. Ok. Moi, d'une part, je trouve pas que c'est une compétition. Je trouve qu'il y a des programmes à faire et que l'élève va pouvoir trouver chaussure à son pied. Si c'est privé, ça sera privé. Si c'est PEI, ça sera PEI. Si c'est multisport, ça sera multisport. Il y a un bel éventail pour qu'un jeune puisse s'accomplir. La question des subventions en est un autre. Il y a des programmes qui tirent un petit peu plus sur la couverte là, de l'enveloppe gouvernementale que d'autres, je crois. Et ça, je trouve ça triste. Parce qu'on devrait subventionner l'élève en tant que tel et non le bâtiment. Ouais.
Mais ça, c'est tout, puis là, ça sera pour un autre podcast, mais toute la question des cotes d'école données au secteur, par Les exemple. codes de pauvreté, C'est ça, oui. Ouais. De 1 à De 10. défavorisation. Oui, voilà. Tu sais, que 10 étant très pauvre, 1 étant ça va super bien, là. Mais tu sais, parfois, même ces milieux-là vont changer de cote pendant une année scolaire. Cette année, il y a un remaniement dans notre commission scolaire. Puis l'école où est-ce que ma conjointe travaille, ben, elle a monté de deux niveaux de pauvreté dans la même année. Fait que parfois, juste ça explique peut-être les enveloppes budgétaires. Ou justement, l'école est moins pauvre, ben, du moins la clientèle scolaire, entre guillemets, est moins pauvre, donc on va enlever des subventions, donc moins de services, mais il y a encore des problématiques dans l'école. Ça, c'est ce qui nous est arrivé cette année, nous autres. Ouais. Hey les gars, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Marc-André. Jean-Benoît Farran, ça fait un plaisir. Toujours. Laurent, toujours au rendez-vous, merci beaucoup. Ouais, j'ai bien aimé ça, finalement, que ça a pris un petit peu une twist inclusion scolaire. C'était pas mauvais, j'ai bien aimé ça. Ton cheval de bataille. On va dire. Martin Lamy, première fois au podcast, merci beaucoup. Ah, ça m'a fait grandement plaisir. D'ailleurs, un ami de JP qui est venu il y a 2 semaines. Ouais, très pertinent podcast aussi. Oui. Je les écoute. Je suis pas très assidu, mais toujours des sujets très pertinents. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, Spotify, iTunes, Overcast, qui est une Balado Québec. Balado Québec. Il y a plein de façons de nous suivre, nous écouter. N'hésitez pas à partager, à commenter, à faire un petit pouce en l'air pour souligner votre plaisir à nous suivre. Si vous avez des idées et des suggestions de sujets que vous aimeriez entendre parler ou venir parler avec nous et que vous êtes prêts à vous déplacer jusqu'à Granby, ça va nous faire plaisir de vous recevoir et de jaser avec vous. C'est là qu'on donne ton adresse. Oui, Non, c'est pas là. C'est pas tout de suite. Je suis à côté de la rue, là. Je traverse l'autre rue. Laurent, veux-tu nous rappeler le commanditaire de la semaine? Alors, le commanditaire de la semaine était MJ et compagnie, le café où il fait bon d'étudier et de corriger. MJ ici, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Chambly. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente semaine. Bye! Ciao.